Bonjour les amis, c'est Jérôme de Everyday Innovation. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un événement exceptionnel en aérospatial qui arrivera dans moins d'un mois. Cet événement, il va être historique. Alors cette vidéo, vous allez en avoir besoin pour comprendre le contexte de cet événement. Cet événement, vous avez un peu de temps pour le voir venir, mais pour le comprendre, regardez cette vidéo. Sinon, vous allez le voir passer cet événement-là, vous n'allez pas comprendre pourquoi c'est historique. On se rejoint tout de suite. We choose to go to the moon and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. 3, 2, 1, 0. Liftoff. We have a liftoff. Liftoff on Apollo 11. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Alors voilà, pour les jeunes, vous savez que dans les années 50, la Russie, en fait, n'était pas tellement copine avec les États-Unis. C'était un peu la bagarre, c'était la course à l'évolution. Et les Russes, ils ont réussi les premiers à envoyer un satellite autour de la Terre. Et ce satellite, il s'appelait le Spoutnik. Alors le Spoutnik, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait pas grand-chose. Il n'y avait pas d'êtres humains à l'intérieur, il n'y avait pas d'animaux. Il y avait juste un petit bruit qui sortait quand le Spoutnik traversait autour de la Terre. Eh bien, il faisait bip, 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 bip. Et si vous aviez une bonne radio, en 1957, eh bien, avec votre radio, vous pouviez entendre ce bip. Et le but, c'était simplement de se rappeler, chaque fois que vous entendiez le bip, que les Russes avaient réussi à envoyer ce satellite avant les Américains. Et les Américains, ils étaient furax en 1957. C'était pas possible. Ils avaient raté la course pour envoyer ce satellite. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, un an plus tard, en 1958, eh bien, le président américain décide de créer un département de l'armée américaine qui s'appelle la NASA. Et le but de la NASA en 1958 et encore maintenant, eh bien, c'est de développer le programme aérospatial des États-Unis. En 1958, création de la NASA donc par le président Eisenhower. Et qu'est-ce qui se passe? Ils mettent en place avec quelqu'un qui s'appelle Wernher von Braun. Wernher von Braun, ça sonne pas tellement anglais, mais c'est normal parce que von Braun, il a été recruté par les Américains après la guerre. C'était un Allemand, en fait, von Braun. Et von Braun, il faisait des missiles balistiques. Ah, pour la petite histoire, von Braun, il n'était pas très doué à l'école. Il aimait bien, en fait, le violon et le violoncelle. Pour lui, les mathématiques et la physique, c'était pas son dada. Mais un jour, il a lu un bouquin sur les fusées. Il a adoré ça et c'est devenu un gars les plus géniaux du monde en aérospatial. Comme quoi, il faut toujours faire ce qu'on aime bien. Et donc, après la guerre, von Braun, qui n'était pas forcément un type sympa, eh bien, il a été aux États-Unis, il est devenu américain et il s'est fait recruter, en fait, pour mettre en place cette agence de la NASA. Et en 1958, création de la NASA et commencement des programmes aérospatiaux américains. Le premier programme, c'était le programme Mercury. Alors le programme Mercury, ils utilisaient des fusées, mais c'était pas vraiment des fusées à l'époque. C'était plutôt des missiles en fait qui ressemblaient fort aux missiles quelque part à longue distance, des missiles intercontinentaux qu'on appelle ça. Ces missiles-là, eh bien ils avaient décidé de mettre un petit bonhomme au-dessus, un gars super courageux, ou mettre au-dessus d'un missile. C'était pas vraiment encore une fusée sur le programme Mercury. Il s'appelait des fusées Atlas, mais donc pas vraiment des fusées, plutôt des missiles. Et le petit bonhomme qu'ils mettaient là, eh bien, un gars super courageux, un astronaute super courageux, eh bien, ils ont fait donc 6 vols habités, les Américains, avec le programme Mercury. Donc, il y a eu plusieurs fusées Atlas lors de ce programme-là, et les Américains ont réussi à mettre quelqu'un en orbite autour de la Terre. Ils étaient super contents, sauf que, eh bien, les Russes avaient réussi à mettre quelqu'un en orbite avant eux, seulement 3 semaines avant les Américains. Les Russes avaient réussi, alors pas de bol, c'est la deuxième fois qu'ils se sont fait choper la victoire. En fait, les Américains, ils étaient vraiment pas contents et toute la culture et tous les États-Unis étaient vraiment un peu quand même fâchés sur ce qui se passait là et ils n'en pouvaient plus. Et donc ils ont quand même continué leur programme. Après le programme Mercury, ils ont fait le programme Gemini. Alors Gemini, c'est aussi une espèce de missile fusée, mais avec pas une seule personne dedans, parce que le gars il se sentait quand même un petit peu seul. Le programme Gemini, ils ont mis 2 personnes. Ils ont pu faire des petites expériences un peu plus sympas avec 2 personnes, des sorties en dehors des fusées, etc., avec le Gemini. Et puis après, ils ont fait un autre programme. Alors, ce qui s'est passé, c'est que, évidemment, quand les Américains ont vu que 3 semaines avant eux, il y a eu un Russe qui est parti autour de l'espace, autour de la Terre. Et ce Russe s'appelait Yuri Gagarin.
Yuri Gagarin, 1961, donc 3 semaines avant les Américains, les Russes arrivent à mettre Yuri Gagarin en orbite, en fait, en orbite autour de la Terre. Et donc, un mois plus tard, donc juste après, un mois après que Yuri Gagarin était dans l'espace, un mois plus tard seulement, le nouveau président des États-Unis, qui s'appelait John Fitzgerald Kennedy, fait un discours formidable à Houston, au Texas. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, nous n'allons pas aller sur la Lune parce que c'est facile, nous allons y aller parce que c'est difficile. Eh bien oui, tenez-vous bien, pour être difficile, c'était vraiment difficile, super compliqué même, et surtout, ça coûtait un os. Et donc, le programme Apollo, donc, qui est le 3e programme américain, a été mis en place. Et donc, le programme Apollo, il y avait 3 personnes. Donc, c'est le 3e programme, 3 personnes, un 3e programme majeur. Donc, après Mercury, après Gemini, il y a eu le programme Apollo. Donc, 3 personnes là sur cette fusée. Et là, ils ont dû construire, pour aller sur la Lune, une fusée vraiment gigantesque, la plus grande fusée de l'histoire de l'aérospatiale. Donc là, on n'était plus sur un modèle de missile à l'époque. Donc, et cette fusée, elle s'appelle la Saturn V. La Saturn V a donc été développée pour le programme Apollo pour aller sur la Lune. Et donc les Américains, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont eu besoin en fait de gros moteurs. Donc ils ont mis 5 gros moteurs de fusée, les moteurs les plus gros du monde et les plus bruyants du monde. Jamais l'homme dans l'histoire n'a construit quelque chose d'aussi bruyant qu'un moteur de Saturn V. Alors le moteur de Saturn V, c'est le moteur F1. Retenez ça, c'est un peu comme Formule 1, mais ça n'a rien à voir avec la Formule 1, mais le moteur F1 de la Saturn V, ils sont vraiment gigantesques. Ils ont été fabriqués par une société qui s'appelle Rocketdyne, et ils en ont mis 5 en bas de la Saturn V pour essayer de la faire décoller, cette méga fusée. Eh bien oui, ils ont dû la faire décoller avec des gros moteurs, il y a des raisons pour ça, ils n'ont pas pu utiliser des petits moteurs, ils ont fait des gros trucs gigantesques, et quand la Saturn V en fait décollait, eh bien elle faisait tellement de vibrations sur le sol que tous les sismologues, donc pour les enfants, un sismologue c'est un scientifique en fait qui repère les tremblements de terre parce que le sol vibre, hein, et donc on voit qu'il y a un tremblement de terre. Et bien tous les scientifiques, tous les sismologues sur le sol américain en fait repéraient que la Saturn V était en train de décoller. Et donc les Américains ont fait décoller la Saturn V beaucoup de fois parce qu'au début, eh bien, ils savaient pas si ces moteurs fonctionnaient, ils savaient pas si tout allait bien. Et donc ils ont essayé plein de fois. Et à la 11e tentative, Apollo 11, la 11e Saturn V, hein, la 11e Saturn V, Apollo 11, eh bien dans cette 11e Saturn V, il y a eu 3 gars, donc il y avait Collins, Armstrong et Buzz Aldrin. Ils ont décollé avec Apollo 11 de Cap Canaveral en Floride avec leurs gros moteurs, leurs grosses fusées, et ils sont partis sur la Lune. Et ensuite, eh bien, les Américains ont pu donc aller une première fois sur la Lune avec Apollo 11, ils ont été une deuxième fois avec Apollo 12, une troisième fois avec Apollo 13. Eh bien non, Apollo 13 ça n'a pas marché, il y a eu un gros problème, il y a un magnifique film que vous devez voir avec vos parents, surtout si vous avez plus que 13 ans, allez voir Apollo 13, louez-le. Jusqu'à Apollo 17, ils ont été sur la Lune, et après Apollo 17, ils avaient encore des fusées en stock, mais ils les ont pas utilisées. Donc celles de Apollo 18 et Apollo 19, ils les n'ont pas utilisées, ces fusées-là, parce qu'ils avaient plus d'argent, et puis ils avaient été sur la Lune pendant plusieurs fois, ils n'avaient plus tellement besoin d'y aller, il n'y avait plus de budget, et ils ont décidé de garder les fusées, c'était déjà disponible. Et qu'est-ce qu'ils en ont fait, les fusées? Eh bien, aujourd'hui, on a la chance de voir ces 2 fusées à 2 endroits différents aux États-Unis. Il y en a une qui est à Cap Canaveral en Floride au Kennedy Space Center. Elle est magnifique, elle est énorme. Il y a les moteurs F1 évidemment à voir. Vous pouvez voir l'intérieur de la fusée, c'est magnifique. Et puis l'autre est à Houston au Texas. Et donc voilà, en fait, pour vous expliquer très brièvement ce qui se passe avec une fusée telle qu'une Saturn V, une fusée c'est un peu comme un ensemble de 3 morceaux de papier toilette. Alors en cette période, le papier toilette c'est très recherché, et donc une fusée c'est des papiers toilettes. Pas vraiment des papiers toilettes, mais voilà. Donc ça c'est une Saturn V, hein, c'est marqué dessus, donc on peut y croire. Et en dessous il y avait effectivement 5 moteurs F1 qui faisaient décoller la fusée, et il y avait les 3 petits gars là au-dessus. Et qu'est-ce qui se passe quand la fusée se décolle? Eh bien elle part avec un bruit assourdissant, et le premier étage part. Il y a tout du kérosène là-dedans. Il y a vraiment beaucoup de
de matériel en fait explosif pour alimenter les moteurs de fusée. Et là, une fois que la fusée s'élève, eh bien cette partie-là, elle tombe dans la mer. Et qu'est-ce qui se passe? La deuxième partie, elle tombe dans la mer, et la troisième partie, et là il y a les astronautes, elle part vers la Lune. Et qu'est-ce qui se passe avec ces deux parties-là qui sont tombées dans la mer, dans l'eau salée? Eh bien, on peut pas faire grand-chose avec. Et donc, s'il y a de l'eau salée dessus, c'est un peu c'est un peu foutu quoi en fait. Et donc ils les jettent à la poubelle et ils recommencent et ils en refabriquent. Et ça coûte très très cher, ça coûte des millions de dollars, des milliards de dollars. Il faut chaque fois tout refaire. Et là, c'est le début de la prochaine histoire que je vous raconterai dans la prochaine vidéo afin de comprendre ce qui se passera dans un mois, quelque chose d'historique que j'espère on pourra regarder ensemble en direct et le commenter tous ensemble. Voilà. We choose to go to the moon and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11.